Bonjour et bienvenue au podcast Les Éconos. Anthony, comment ça va? Ça va très bien, toi, Christophe? Ça va super. On a un sujet qui est super intéressant aujourd'hui, mais avant ça, je veux vous rappeler de vous abonner, de liker les vidéos. Si vous écoutez sur YouTube, de cliquer sur la petite cloche pour avoir une notification quand il y a une nouvelle vidéo. Mais sinon, abonnez-vous, là, que ce soit Google Podcast, Spotify, Apple Podcast. Mais ouais, exactement. Laissez des commentaires. On veut entendre parler de vous. On veut savoir ce qui vous intéresse, ce qu'on peut faire de mieux. On va essayer d'orienter un peu sur ce qui vous intéresse, puis les sujets qui vous tiennent à cœur. Puis si jamais, lancez vos idées aussi. Là, on essaie d'être une plateforme où on peut échanger plusieurs idées. Là. Il n'y a pas une recette exacte pour la finance. Là. Il y a autant de solutions qu'il y a de personnes. Donc, lancez vos opinions, vos commentaires, puis ça va peut-être susciter des débats, mais pour aujourd'hui. De quoi qu'on parle aujourd'hui, Anthony? Aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets très d'actualité. Notre invité s'appelle Christophe Dubé. C'est un conseiller en placement... conseiller en sécurité financière. Merci pour le terme. Chez Adulte Responsable Finance. Ouais. Et puis, on va parler de placement et d'investissement d'argent, mais surtout... Ouais, la crypto. Je pense que c'est un sujet que tout le monde nous demande. On reçoit des messages privés comme quoi c'est ce qui vous intéresse. Ouais, c'est un sujet nouveau. Je veux dire, c'est normal que les gens veulent en apprendre davantage, puis veulent aussi peut-être avoir une discussion là-dessus, puis démystifier. Ouais, t'as deux portions. T'as les gens qui connaissent ça, puis qui ne parlent que de ça, puis t'as les gens pour qui c'est un peu nébuleux. Ouais, exactement, nébuleux. Méfiant. Donc si ça peut plaire aux gens qui aiment la crypto, puis un peu plaire aux gens qui veulent en apprendre plus, j'espère que ça va les aider. Donc sans plus tarder, on part ça. Ben merci Christophe de te prêter au jeu puis de venir sur le podcast Les Éconos. On apprécie vraiment que tu viennes nous parler pour tomber dans le vif du sujet, mais si quelqu'un veut justement aller, puis là c'est le sujet de l'heure, mais dans les cryptos. Si moi je veux investir dans les cryptos, est-ce que toi tu recommandes d'aller 100% dans les cryptos? Est-ce que puis peut-être c'est quoi ton expérience avec ça? Parce que c'est assez récent. Ouais, ben c'est ça. Je peux commencer à la base. C'est certain que pour répondre à ta première question, c'est sûr que non, ça serait jamais recommandé pour personne d'y aller 100% dans les crypto-monnaies. On s'entend, tu sais, c'est quand même aussi une formule qui est nouvelle. C'est sûr qu'il n'y a rien de mauvais dans quelque chose de nouveau, c'est juste qu'on peut pas nécessairement calculer le risque autant qu'on peut calculer les risques en bourse. T'sais, on peut pas non plus... Là, présentement, on essaye encore de faire des parallèles entre justement les indices américains, on va dire, parce que le Nasdaq, qui est un peu technologique, on sent qui est un peu technologique, qui est très technologique, mais on essaie de faire des parallèles entre la courbe du Bitcoin puis la courbe d'un indice qui va être technologique, on va dire. Mais on est encore à voir s'il y a des parallèles entre la courbe du Bitcoin puis on s'entend qu'on est au début du processus. Fait que quand on est au début d'un processus, c'est sûr qu'il n'y a pas de conseil d'aller 100% là-dedans. Ouais, c'est un peu risqué d'y aller, mais est-ce qu'on peut se permettre de pas y aller? Est-ce qu'on peut se permettre de pas y aller du tout? Est-ce que c'est inévitable, puis si tu as des liquidités à les placer, est-ce que de dire « Ah non, moi je veux pas toucher à ça », est-ce que c'est une erreur? Parce qu'il y a quand même beaucoup de... il y a beaucoup de gens en ce moment, c'est en croissance. Fait évidemment, il y a beaucoup de gens qui en bénéficient, là, qui font de l'argent avec ça. On entend tout le temps plein d'histoires à succès. On entend moins parler des histoires d'horreur, là, des gens qui ont tout perdu. Mais pour ceux qui connaissent peut-être pas ça, peut-être c'est
c'est quoi une C'est quoi la crypto-monnaie? Comment est-ce qu'on peut commencer? Comment est-ce que j'achète ça? Comment est-ce que ça se vend pas? Non, c'est ça se vend pas au marché du coin. Mais non, c'est ça. Quelqu'un qui voudrait commencer en crypto-monnaie, premièrement, tu sais, je veux revenir un petit peu sur ce que tu disais là. Tu disais, est-ce qu'on peut s'en passer? Tu sais, moi, je pense que oui, parce que c'est vraiment un produit qui est vraiment pas fait pour tout le monde, autant qu'un placement risqué. Okay. Tu sais, un placement risqué, tu sais, ça peut vraiment ne pas être fait pour toi du tout, même si tu as un horizon de placement de 20-30 ans. Même, tu sais, il y a des gens que c'est vraiment pas fait pour eux parce que du moment qu'ils vont voir un moins 1% dans leur portefeuille, là, c'est la catastrophe, puis ils vont appeler le conseiller 8 fois, c'est-tu normal, la baisse. Mais tu sais, à ce moment-là, c'est juste pas fait pour toi comme produit, tu sais, comme tous les produits qui existent, tu sais. Fait que oui, je pense vraiment qu'on peut se passer de la crypto-monnaie. Par contre, si on est un investisseur, vraiment un investisseur, puis qu'on a l'appât du gain, là, tu sais, c'est vraiment ça qu'on recherche, ben à ce moment-là, c'est certain que je pense qu'il faut avoir au moins peut-être une petite partie, là, ou au moins, si on n'a pas une partie de crypto-monnaie dans notre portefeuille, au moins s'y intéresser pour, quand on va plus s'y connaître, de pouvoir, tu sais, investir. Puis une crypto-monnaie, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est une crypto-monnaie? Comment ça fonctionne? Ben, c'est sûr qu'une crypto-monnaie, en partant, c'est le terme qui est difficile à dire parce que faut penser à la blockchain avant. La blockchain qui est vraiment là où les crypto-monnaies sont, on va dire, validées ou qui sont régies. Parce que, tu sais, une crypto-monnaie, on s'entend, ça fait partie de la finance décentralisée. C'est pas contrôlé par une banque, c'est pas contrôlé par un gouvernement ou rien de ça. Fait qu'on s'entend qu'il faut qu'il y ait un processus qui rende au moins la chose quand même sécuritaire. Fait que c'est vraiment la blockchain qui est la solution pour ça. Puis tu sais, la blockchain, ça a été créé, tu sais, ça fait quand même des années, là. La blockchain de Bitcoin qui a été créée en 2009, on s'entend que c'est vraiment un processus qui est long là, avant que ça soit adopté, là. Tu sais, c'est une technologie qui est quand même très, très, très avancée. Mais c'est ça, tu sais, la crypto-monnaie en tant que telle, ce que c'est que c'est une monnaie décentralisée qui est uniquement son prix ou l'argent que tu peux faire avec ça est uniquement déterminé par l'offre et la demande de cette même monnaie. Tu sais, fait que, par exemple, le Bitcoin, tout le monde veut s'acheter du Bitcoin, ben si toi t'en avais dans ton portefeuille avant que tout le monde l'achète, c'est sûr qu'il est plus cher ou que tu as fait énormément d'argent avec ça. Parce qu'il y a une quantité finie de Bitcoin? Oui, exact. Okay. Parce qu'il y en a un maximum, là, qui, je pense que c'est 2 milliards. Ouais, okay. En tout cas, mais je suis pas mal sûr que c'est un chiffre comme ça. Fait que, fait que il y en existe seulement un nombre fini de Bitcoin. Mais pas juste fini, il en brûle aussi. Fait que, tu sais, il baisse. Ben, tu sais, là, je te parle de Bitcoin. Là. Bitcoin, il y a pas beaucoup de coins là, qui se brûlent en tant que tel, là, mais dans pas mal toutes les blockchains, là, ils vont avoir un nombre fini, là. Puis après ça, ils vont descendre là, graduellement. Là, fait qu'ils vont brûler de ces crypto-monnaies-là. Ça, c'est quand est-ce qu'ils brûlent? Quand quelqu'un l'utilise au lieu de l'échanger? Ils vont avoir des politiques à l'intérieur de la compagnie, si on peut dire, là, à l'intérieur du projet, là, si on peut appeler ça comme ça. Ils vont avoir des politiques comme quoi qu'ils vont brûler 200 000 $ par jour. Peu importe. Là. Pour que ça devienne... Pour augmenter la valeur dans le futur. Parce que brûler, ce n'est pas... effacer de la map. Brûler, c'est juste envoyer parce qu'il y a rien qui se passe ni qui se crée là-dedans, donc c'est vraiment d'envoyer dans un portefeuille qui est détenu par personne. Fait que, on va dire que cet argent-là, tu le sais qu'elle sera jamais vendue parce que c'est un risque que quelqu'un ait des crypto-monnaies dans ses mains, que ce soit quelqu'un de physique. C'est un risque parce que lui, il pourrait les vendre. S'il les vend, il fait crasher complètement ben, tu sais, je veux dire, quelqu'un qui a des millions de dollars, là, si t'as 20$ de crypto, non, là, mais je veux dire. Ouais, mais quand t'as quelqu'un avec un peu plus d'affluence, va pouvoir impacter le prix. Parce qu'au final, là, la crypto-monnaie, c'est supposé être un véhicule d'échange, un peu comme la monnaie normale, non? C'est supposé être, je peux acheter des biens, je peux acheter des services, des véhicules, des trucs. Exact. Mais comment est-ce que ça peut être adopté à l'échelle mondiale? S'il y en a juste un nombre fini, parce que, OK, les gens qui ont embarqué en premier, ils ont eu un prix bas, mais même maintenant, c'est cher, puis si on extrapole, on suppose que dans quelques années, ça va être encore plus cher. Fait que
Les gens qui n'auront pas embarqué au début, là, ils seront jamais ils n'auront pas. Ben, c'est certain que c'est pas comme ça que ça marche parce que le Bitcoin se parcelle. Donc, exemple, là, que, ouais, c'est ça. Si un Bitcoin peut valoir $1 million, fait que, tu sais, si 0.01 Bitcoin va valoir 100 000, puis, tu sais, ça. 0.001. Ouais, Okay. Fait que c'est juste que les gens qui en ont acheté au début, ils vont avoir un plus gros portefeuille que ceux qui l'adoptent après. C'est ça. T'sais, ils vont pouvoir peut-être vendre là, plus tard 0.001 de leur Bitcoin initial pour le même prix qu'ils avaient payé leur 1 Bitcoin. T'sais, à ce moment-là, eux autres, ça leur dérange pas trop. Là, Puis quand on parle aussi, il y a beaucoup tout ce qui est mining. Comment est-ce que ça fonctionne? C'est quoi le processus de ça? Ben, le mining en tant que tel, là, pour dire c'est quoi en gros, c'est vraiment le processus de validation des transactions parce qu'on s'entend, c'est quand même de la finance décentralisée. Il pourrait y avoir quelqu'un qui dit hey, moi j'ai 100 bitcoins puis j'envoie ça à mon chum Christophe puis il se passe rien. Fait qu'il faut vraiment qu'il y ait un processus qu'à chaque fois, il y a besoin d'avoir quelqu'un qui regarde, OK, lui, il envoie 100 bitcoins à lui, est-ce qu'il y avait vraiment 100 bitcoins pour l'envoyer? Donc, tu sais, il faut vraiment que chacune des transactions... De qui, puis de... Exactement, tu sais, tout suivre que tout soit vrai, parce que s'il y a quelque chose qui est pas vrai ou une transaction qui est frauduleuse, on vient complètement faire crasher toute la chaîne. Puis le projet, probablement, qui va avoir de la difficulté à s'en remettre. Puis les gens qui passent leur énergie à faire la validation, le mining, eux sont récompensés en obtenant du Bitcoin? Ben, c'est ça, exactement. Parce que quand on... Ben, tu sais, en tout cas, je vais essayer d'y aller un petit peu plus clair parce que là, c'est vraiment beaucoup de concepts. Là, on parle d'une chose parmi d'autres, mais tu sais, il y en a vraiment qui risquent de pas trop comprendre qu'est-ce qu'on veut dire. Mais tu sais, c'est ça, le mining qui est le processus de validation, c'est différent dans chaque blockchain. Tu sais, chaque blockchain va décider, OK, nous, notre mécanisme de validation, ça va être proof of work. Fait que ça, c'est Bitcoin, exemple. Tu sais, c'est la première, c'est celle qui consomme énormément d'énergie. Ouais, ça, c'est une des grosses critiques, non? Exactement. Du Bitcoin, c'est ça l'affaire, c'est que leur processus de validation coûte énormément en énergie. Pourquoi? Parce que Proof of Work, comme processus de validation, c'est quoi? C'est qu'on va, dans le fond, hasher, on va essayer de trouver les codes pour résoudre le bloc. Parce que, tu sais, dans le fond, un bloc de crypto, là, il y a des transactions qui rentrent, là, ça va aller jusqu'à 10 000, là, mais tu sais, ça dépend vraiment de la blockchain. Là. Combien de transactions va être dans un bloc? Ça dépend vraiment. Mais on va dire 10 000, là, qui peut être un chiffre qui existe. Après 10 000 transactions, il faut que le bloc soit terminé, qu'il soit closé, que toutes les transactions là-dedans soient valides, puis qu'il soit ajouté dans la blockchain. Parce qu'une blockchain, c'est ça, c'est plein de blocs de transactions qui sont complétés, qui sont une après l'autre. Fait que c'est ça, tu sais. Fait que, qu'est-ce que je disais? Je disais que, dans le fond, c'est ça, que le processus de validation de Proof of Work de Bitcoin, lui, c'est d'aller... Celui-là qui va hasher en premier, c'est lui qui va avoir la récompense en Bitcoin. Mais le problème, c'est que tout le monde essaye de hasher le même bloc. Okay. Fait que, tu sais, toi, t'es chez vous, tu t'essayes de miner, tu te rends jusqu'au bout, puis finalement, c'est pas toi. Mais tu sais, ça t'a coûté énormément d'énergie là, pour juste l'essayer. Là. Mais il n'y a pas de coordination dans le mining? Ben non, pas pour le proof of work. Là, pour ce système-là, c'est ça. C'est que c'est un système qui est, par exemple, que les gens aiment beaucoup parce que c'est vraiment plus sécuritaire. Ben, c'est pas vraiment plus sécuritaire, mais selon les professionnels, ça va être celui-là qui va être le plus sécuritaire, puis eux autres, ils vont faire le plus confiance. Puis c'est aussi pour ça que Bitcoin, ils vont rester au numéro 1 là, pendant encore une couple d'années, je pense. Okay. Parce que là, c'est ça, on touche à quelque chose, c'est qu'il y a plusieurs crypto-monnaies qui existent. Ah ouais. Puis il y a plusieurs types de crypto-monnaies aussi qui sont sur le marché, dont puis ils ont chacun leurs règles, puis leur fonctionnement différents. Donc, comme tu l'as mentionné un peu, Bitcoin, il y a Ethereum aussi, qui est un qui est très connu. Mais après ça, tu peux en avoir des milliers. Là, puis n'importe qui peut partir sa propre crypto-monnaie. Là, ben, en même temps, sa propre crypto-monnaie, oui, mais tout le monde va savoir que c'est un token. Tu sais, faut faire la différence entre un coin et un token.
sais, un coin, c'est vraiment une blockchain. Fait que tu sais, t'es pas un coin si t'as pas ta propre blockchain. Fait que tu sais, Bitcoin est un coin à cause que la blockchain Bitcoin existe. Mais quelqu'un qui a les capacités pourrait créer son propre coin puis mettre de l'énergie là-dedans, mais c'est sûr que ça coûte de l'argent à développer puis à faire. Mais la valeur est qui en veut. Puis c'est tout sur la demande, l'offre et la demande. Mais les gens sont méfiants quand. Ben, tu sais, moi, je suis méfiant. Moi, je vois ça parce que c'est supposé être une monnaie qui sert à échanger. Tu sais, une monnaie, là, c'est j'utilise ça pour acheter des biens. Puis en ce moment, j'ai l'impression que les gens se procurent des bitcoins juste pour que la valeur augmente. Comme une action au final. Ils l'achètent comme une action. Ils disent je vais la prendre, puis elle devrait, dans 2-3 ans, là, ou un horizon plus court, là, je devrais m'enrichir de beaucoup avec ça. Pas je l'achète parce que c'est plus commode, puis je peux tout acheter. Peut-être dans le futur, mais j'ai l'impression que les gouvernements, un jour, vont instaurer eux-mêmes leur propre monnaie. Probablement, mais tu sais, en même temps, c'est pas juste pour la crypto-monnaie. Je pense que la crypto-monnaie, oui, c'est vrai que ça fait ressortir ce côté-là des gens, mais l'immobilier aussi, je trouve, tu sais, je veux dire, les gens de plus en plus vont acheter un gros bloc en se disant, j'espère qu'il va prendre la valeur, puis dans 3 ans, je vais me racheter un autre bloc, puis tu sais, en même temps, OK, la crypto-monnaie, t'as totalement raison, sauf que, tu sais, en même temps, je pense que c'est une mentalité plus qu'à cause de la crypto-monnaie que ça fait ça, là. Okay. Ouais, mais je pense qu'il y a aussi le fait que, tu sais, l'immobilier, tu peux le louer. Ça a une certaine valeur, tu sais, dans le sens que vu que tu peux pas acheter tant de choses que ça avec la crypto-monnaie en ce moment, ce serait comme acheter un immeuble, le laisser vacant, puis en espérant que ça va prendre la valeur. Ça, je pense que ce serait une comparaison qui serait apte. Ben, ça dépend si tu connais vraiment tes affaires. Vraiment, la plupart des crypto-monnaies se stake, là, ce qui veut dire qu'ils se louent. Ouais, pour aller après ça chercher. Tu fais un intérêt qui est garanti habituellement. Là. Ouais. Tu peux louer ta crypto-monnaie? Tu peux louer ta crypto-monnaie. Je te dis pas que tu peux louer toutes tes crypto-monnaies. Tu peux louer beaucoup de crypto-monnaies. Mais comme ton Bitcoin, tu peux le louer, puis... Ton Bitcoin, ça, c'est celle-là que je suis le moins sûr que tu peux louer. OK, mais explique un peu aux gens. Là. Moi, j'ai été exposé à ça. Là, j'ai un de mes clients qui m'a poser la question. Puis à savoir s'il devait payer de l'impôt. Oui, exactement. Qu'est-ce que je dois reporter? Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Mais explique aux gens un peu qu'est-ce que c'est que de stake ton coin. C'est certain que là, moi, j'ai pas stake énormément de crypto-monnaies dans ma vie. Non, juste le concept. Mais ouais, le concept, c'est vraiment que... Je vais donner un exemple. Cardano, là, c'est un des coins qui se stake. Fait que Cardano vont launch une plateforme qui va justement te permettre d'aller là, puis là, il va avoir un rate, là, on va dire, un taux d'intérêt qui va te dire, on va dire 5%, là, je sais pas c'est quoi du tout, là, mais après ça, ta crypto est vraiment, par exemple, elle est barrée selon un certain temps défini. Fait que peut-être 6 mois que tu vas louer ta crypto. Fait que là, la crypto, par contre, tu pourras pas la vendre. Ce qui se passe réellement, c'est que toi, tu la gèles là, puis la personne qui vient t'allouer, ce qu'elle peut faire, c'est qu'elle peut leverage, elle peut la revendre, elle peut la trader à 1000 personnes, tu sais. Elle peut faire ce qu'elle veut avec. Fait que c'est sûr que toi, ton argent est barré là, sauf que ça vient avec un intérêt. Fait que si jamais le prix de la crypto descend pendant ce temps-là, ben toi, ça va être payant pour toi. Tandis que si le prix de la crypto... C'est comme mettre son argent à la banque, puis la banque l'utilise pendant que toi, tu l'utilises pas. Ouais. Non? C'est un peu le même principe. Puis c'est sûr que là, c'est tout dans un système décentralisé. Fait que tu as une crypto pour une autre crypto. Puis avec ça, tu sais que tu peux aller, par exemple... Toi, tu peux la louer, puis cette personne-là peut aller l'échanger ou le mettre en collatéral pour aller chercher eux-mêmes une autre marge pour aller acheter d'autres cryptos. Puis au moment de payer l'intérêt, t'espères que les cryptos que tu as achetés ont gagné en valeur assez pour justifier le fait que tu as payé. Fait que c'est tout. C'est de recréer un peu le système monétaire existant, mais en crypto, là, de prêter, de mettre du collatéral. Mais encore une fois, c'est tout sur la base de l'offre et la demande. Puis, selon moi, je suis un peu moins sceptique qu'Anthony là, par rapport à la crypto. J'en ai pas moi-même personnellement, mais ça m'intéresse. Puis j'ai quand même confiance que c'est le futur de
beaucoup des transactions puis du marché financier mondial. C'est parce qu'en même temps, c'est que ça répond à des problèmes. Tu sais, la crypto ou les blockchains en tant que telles, là, pas juste la crypto, mais les blockchains en tant que telles, ce qu'ils font ou leur utilité, c'est de répondre à des problèmes, d'être des solutions. Tu sais, souvent, ça va être un mot qu'on va entendre pour blockchain, c'est une solution. Solution à quoi? Tu sais, c'est ça. C'est, à chaque fois, il va y avoir un problème, puis à chaque fois, il va y avoir une nouvelle solution. Fait que, tu sais, Ethereum vont sortir une chain, ils vont avoir tel type de composantes, tel type tu sais, peu importe quoi. Tu sais, là, exemple, Ethereum, il y a autres qui étaient en proof of work exactement comme le Bitcoin en processus de validation. Mais là, ils veulent faire le changement ou ils ont, je sais pas à quel moment qu'ils l'ont fait le changement, mais pour devenir un proof of stake. Parce que ça, c'était la communauté qui demandait que, ben, premièrement, pour aussi la consommation d'énergie, ce qui inquiétait des gens. Fait que là, Ethereum ont voulu se placer de la bonne façon à ce niveau-là. Fait qu'ils ont changé leur processus de validation pour Proof of Stake, qui est dans le fond que tu vas choisir un mineur assigné à ton bloc. Fait qu'il n'y aura pas de perte d'énergie. Ce mineur-là sait que à ce bloc-là. Puis si jamais, dans le fond, là, lui, là, il pourrait perdre beaucoup d'argent si jamais il y a une des transactions qui est pas valide. Fait que c'est ça, c'est qu'il y a de la collatérale quand tu es un mineur pour une blockchain de Proof of Stake. Fait que c'est, tu sais, il y a des gens qui disent que c'est pour ça que Proof of Work, que c'est ce qui est plus sécuritaire comme processus de validation, mais en même temps, moi, je suis pas tant d'accord parce qu'au final, il y aurait aucun mineur qui aurait intérêt jamais à laisser une transaction frauduleuse passer dans un bloc. Fait que, ouais. Ils ont leur incitatif, c'est qu'il faut qu'ils mettent de l'argent. Ben, premièrement, s'ils veulent leur paye, il faut faut que tout soit ça coche, parce que s'il y a une transaction, c'est pas que t'as pas ta paye, c'est que tu perds aussi une partie. Là. Il y a un collatéral à mettre. Ouais. Exact. Mais tu sais, moi, je pense que la technologie blockchain puis l'idée de la crypto-monnaie, je pense que ça va évoluer éventuellement. Comme tu dis, Ethereum font des changements, essayer de répondre à des critiques qu'ils ont. Puis je pense que ça va être quelque chose qui est là pour rester. Par contre, je suis pas certain que Bitcoin va rester. Je suis pas certain que Ethereum va rester parce que je pense qu'en ce moment, l'offre et la demande est basée surtout sur le fait que c'est la monnaie du futur. Donc, les gens veulent investir, veulent l'avoir, veulent être les premiers arrivés. Sauf que il y a rien qui oblige les gouvernements ou les commerçants à accepter la Bitcoin. T'sais, en ce moment, c'est le gros joueur, mais si jamais la banque centrale ou le US Mint dit nous autres on a le US crypto, genre, puis ils mettent leur propre crypto puis qu'ils passent une loi comme quoi tous les commerçants doivent accepter cette nouvelle monnaie crypto du dollar américain crypto, ben là, ça va faire que tout le monde va se ruer vers ça, puis le Bitcoin va tomber. Donc, il n'y a pas l'offre et la demande, puis la circulation qui va être nécessaire. Fait que moi, c'est un peu ma critique de ça, c'est de dire, là, en ce moment, il y a pas assez d'utilité du Bitcoin. Les gens le gardent un peu comme une œuvre d'art que ça va valoir de l'argent plus tard. On va pouvoir l'utiliser plus tard. Donc, moi, c'est la seule raison pourquoi... Plus que transactionnel. Les gens ont de la crypto, pas pour des raisons transactionnelles, mais plus pour des raisons de... spéculation. Ouais, exact. Mais éventuellement, la spéculation va se tourner en circulation. Puis que là, quand il va y avoir assez de circulation, tu vas dire, écoute, c'est comme un peu quand tu penses au temps des Romains où est-ce que tout était du troc. Puis là, quelqu'un dit, OK, ben en échange de ton blé, je vais te donner cette pièce d'or-là. T'sais, la pièce d'or, je pense que ça a bien passé parce que tout le monde le sait que l'or, ça valait quelque chose, c'était accepté. Mais tu sais, éventuellement, ça tombe en papier. Puis là, tu dis, mais le papier en tant que tel, il vaut rien. Donc, tu sais, c'est sûr qu'on a été habitué de ça, mais là, c'est qu'il y a un autre changement de paradigme qu'on va tomber dans quelque chose qui est électronique, qui n'est pas backé par aucun... Tu sais, il n'y a personne, tu sais, le Bitcoin pourrait tomber demain matin, puis il n'y a personne qui va dire « Ah non, c'est correct, on va vous compenser. » On vous back, là. On vous back, on s'occupe de ça. C'est sûr, mais en même temps, c'est assez gros que je pense pas que ça tomberait. Parce que si j'étais pour en acheter, moi, j'achèterais probablement du Bitcoin ou de l'Ethereum, parce que c'est sûr que par le nombre de personnes qui en détiennent, il y a un intérêt global à le faire garder.
mais le fait qu'une personne peut avoir autant d'influence comme on parle, si on parle de tweet de Elon Musk qui peut faire varier le truc. Mais tu sais ça, par contre, là, le tweet de Elon Musk, c'est sûr qu'il faut faire attention parce que tu sais, je suis d'accord que Elon Musk il peut vraiment faire bouger les choses, mais ce qui a le plus fait bouger, je suis pas mal sûr que c'est plus le Dogecoin. Puis quand que le Bitcoin a énormément bougé, c'est parce que là, on s'entend qu'il y avait quand même juste un hype naturel qui s'en venait vers les cryptos, puis tout le monde s'est dit, ben tu sais, why not? Mais c'est ce que je pense, moi aussi, mais dans le sens où est-ce que quand quelqu'un, une entité non gouvernementale peut avoir un impact aussi gros sur le fait que ça, que sur une crypto, peu importe. On pourrait faire le même parallèle que son tweet peut faire varier ses share price à lui, là, à Tesla. Puis absolument, mais la même façon, pourquoi que j'investis pas dans une action... c'est ça. Une action... comme Tesla, basée sur le fait que peut-être qu'il y a trop de spéculation. L'action en tant que telle devrait être évaluée. Puis moi, je suis pas friand d'actions qui sont basées sur la spéculation de ça va être big. Comme en technologie volatile, comme quand tu regardes des Facebook génère du revenu maintenant, mais à la base, où est-ce que le monde investit parce qu'ils pensaient que ça allait être big. Ils pensent que ça. Ils ont la croyance que ça va être gros. Puis, puis on l'a vu avec Nortel, où est-ce que le prix de l'action se vendait à ce que si les revenus restaient les mêmes, fallait que la compagnie garde ces profits-là pendant 120 ans avant que tu récupères ton argent. Fait il y a toujours cette notion-là que moi, la valeur spéculative, oui, je suis d'accord qu'il peut en avoir un peu parce que on s'entend que c'est pas juste la valeur actuelle que la compagnie génère, mais fait que c'est cette optique-là, moi, qui m'achète un peu. J'ai trop peur que mais en même temps, ils sont pas fous, tu sais. Eux autres, ils le savent, là, que tout pourrait techniquement crasher. Fait qu'eux autres, ils se mettent des bacs, là, tu sais. Je veux dire, Ethereum, c'est pas pour rien qu'ils brûlent autant d'argent. C'est parce qu'ils savent qu'au final... Ils veulent garder la valeur haute. Ben, ça va juste augmenter la valeur, puis ça peut pas faire autrement parce que la communauté, à un moment donné, toi, si tu possèdes de l'Ethereum, OK, puis que le monde, il commence à vendre, là, mais toi, tu es en train de perdre énormément d'argent. Là. Fait que t'es pas là à vouloir vendre ton Ethereum. Tu es là à le garder. T'sais. Souvent, là, si t'es un fan, du projet, tu y crois encore, c'est sûr que là, si tu y crois plus puis que tu dis là, c'est terminé la crypto pour moi, là, ça se peut que tu donnes tes derniers actifs, mais c'est rare là, que les gens vont faire ça, surtout ces temps-ci. C'est encore nouveau, la crypto. Là, tout le monde est encore positif que ça va revenir. Fait que tant qu'il y a du monde qui sont positifs, que ça va revenir puis qui gardent ça dans leur portefeuille, ben tu sais, Ethereum vont faire la job pour toi de le faire remonter, inquiète-toi pas. Là. Mais qu'est-ce qui arrive si quand plus personne de nouveau n'en achète, est-ce que le prix stagne? Mais là c'est que la demande diminue. Fait que là, ton prix va tomber effectivement. Mais en crypto, par contre, le prix peut jamais vraiment stagner en tant que tel parce qu'il y a toujours trop de day traders, là, des gens qui, à chaque jour, vont faire des trades crypto. Il y a des gens là, qui sont là, puis eux autres, ils veulent juste que ton actif monte de 3% puis le vendre. Ethereum, à chaque jour, là, il va avoir un gap. Là, si, mettons, il est stable, Ethereum, il va passer, on va dire, entre 3000 puis 2700, puis à chaque jour, il va tout go, faire des zigzags. Ça, c'est à cause des day traders qui sont là puis qui se changent ça de jour en jour. Mais c'est ça, de façon globale, c'est sûr, ça va toujours monter, descendre, mais si la demande, s'il n'y a plus personne qui va en acheter, éventuellement, oui, le prix va tomber j'ai l'impression que la demande va tomber. Mais c'est quoi les chances que plus personne en veut? Plus personne veut en acheter. Le projet est tellement solide d'Ether, là, si vous avez pris un petit peu le temps de lire là-dessus, là, mais le projet est tellement solide que c'est même pas... Pour moi, en tout cas, il n'y a pas de question si ça va survivre Ethereum. Là. Surtout que ça va survivre, mais est-ce que ça va... On parle à long terme, est-ce que ça va... Conserver sa valeur. Ouais, ça va-tu augmenter? Ça va-tu augmenter un tout petit peu? Ça va-tu descendre? Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus quand que... comme je pense que c'est le Salvador qui a adopté officiellement je pense que c'est le Bitcoin comme
comme monnaie officielle. Tu sais, dans le Ben, fond, il y a soit beaucoup- ça ou ils ont comme annoncé qu'ils voulaient entrer là, dans la crypto. Là. Mais Ouais, je je pense pense quel pays. Donc. le Salvador, mais tu sais, il y a beaucoup de pays qui utilisent tu sais, le dollar américain comme une sorte de constance, tu sais, comme un dollar qui est constant. Donc, est-ce que ces pays-là vont éventuellement switcher pour aller quelque chose de décentralisé qui n'a pas d'influence géopolitique d'ailleurs, qui est Peut-être. contrôlé? Peut-être. Ça pourrait être un avenue que je pourrais voir le Bitcoin, tu sais, venir combler ce gap-là. Peut-être pas en coin, là, peut-être plus en stable coin, je sais pas. Là, C'est quoi, c'est un stablecoin? Ouais, ben c'est ça, un stable coin, c'est que c'est souvent ça va être associé à un autre coin. Okay, tu sais, je vais te donner un exemple, là, Terra Luna. Ça, c'est un projet de crypto qui est là ces temps-ci vraiment qui a été quand même très populaire. Puis Terra Luna, justement, le coin, là, Luna, qui est le coin volatile, là, tu sais, qui est un vrai coin, lui, il est comme stabilisé par son stable-coin. Un stable-coin, c'est quoi? C'est que ça limite le dollar américain. Fait que ça vaut $1 ou 0.99999, tu sais. Puis ça reste toujours à peu près autour de $1, là, tu sais, à 0.001 cent près. Puis c'est ça, fait que ça garde toujours sa valeur stable, puis souvent ça va stabiliser une autre crypto-monnaie. Mais tu sais, il y a d'autres projets comme Tether, là, USDT, qui est justement un stablecoin le plus populaire. Là, ils ont pogné une petite drop là, comme stablecoin, là, mais ça a été le plus populaire longtemps, le Tether. Fait que c'est vraiment comme une valeur refuge en crypto. Fait que si toi, mettons, on va dire un Bitcoin là, qui vaut 40 000, puis que là, tu sens qu'il va vraiment crasher. Ben, tu sais, tu pourrais, exemple, mettre ton 40 000 de Bitcoin, le vendre, puis mettre ton 40 000 en stablecoin. Fait que là, dans le fond, t'aurais plus de variation dans ton portefeuille crypto le temps que le Bitcoin se stabilise ou que tu veuilles le racheter ou quoi que ce soit, tu sais. Okay. Fait qu'il y a des gens qui se servent de ça comme un peu comme un compte épargne de crypto, genre. Qui fait pas d'argent. Puis quelqu'un qui veut acheter une crypto. Quelqu'un nous écoute, il est convaincu, ok, ouais, c'est bon, je veux y aller. Comment est-ce que tu fais pour acheter de la crypto? Ben, c'est certain que comment tu fais, c'est qu'il y a beaucoup, à cette heure, c'est de plus en plus populaire, on va voir ça, des applications de trading de crypto. C'est sûr que sur Internet, il y a tellement de choix, là, il y a crypto.com, il y a Binance qui est très populaire, il y a, c'est quoi donc... vite de même, là, ça me vient pas. Là, moi, j'utilisais Binance. Là, c'était le plus populaire. Mais vraiment, il y a énormément. Fait que, c'est sûr qu'il faut choisir une plateforme qui nous intéresse. Puis, c'est vraiment souvent ton goût personnel. Toi, ça se peut que Binance, tu trouves ça vraiment trop compliqué, mais d'autres qui vont trouver ça. Puis là, fait que tu transfères de l'argent dans Binance de la même façon que tu transférais dans un compte de banque ou dans un compte de placement. Fait qu'au début, il va vraiment falloir que tu identifies, là, on pourra comme prendre une photo de ta face, là, toutes les, comme un scan, là. Puis après ça, faut t'envoyer genre une carte, 2 pièces d'identité, juste pour être sûr que c'est pour pas qu'il y ait des robots. Ouais, c'est ça. Ok, il y a comme une petite sécurité quand même dans chaque plateforme. Puis après ça, oui, tu vas faire un transfert là, de ton compte jusqu'à ton compte de crypto. Puis est-ce que toi, tu places des cryptos pour des clients à travers la compagnie? Ou... Non, ben ça, on n'a pas le droit. L'autorité des marchés financiers, c'est certain qu'eux autres, ben c'est tellement nouveau encore qu'eux autres, ils peuvent pas régi. Ils veulent, c'est ça, c'est pas régi, puis ils veulent vraiment protéger les consommateurs parce que, comme vous m'avez dit, ben, il y a quand même des gens qui profitent de l'incompétence des gens, si on peut dire, en crypto pour aller faire des trucs frauduleux, puis tirer le tapis en dessous des pieds des gens. Puis il y a pas, à cause de la décentralisation aussi, il n'y a aucune... Tu peux pas, moins de protection, tu peux pas protéger, il n'y a pas de juridiction où est-ce que l'autorité des marchés financiers peut aller en Indonésie ou... Mais en même temps, pour aller... Mais quand tu parles de fraude, comme le monde se fait frauder couramment? Ou... Ben non, c'est que le monde se font frauder pour diverses raisons. C'est parce que les crypto-monnaies, souvent, s'il y a un conseiller qui t'écrit à propos des crypto-monnaies en partant red flag, il n'y a pas de conseiller en crypto-monnaie. Là. Des réels conseillers en crypto-monnaie, ça n'existe pas. Si il se dit conseiller en crypto-monnaie, ben
ça se peut qu'il s'auto-appelle conseiller en crypto, mais ça existe pas, tu sais. Fait qu'il y a des gens qui vont se faire approcher par des gens qui vont dire qu'ils sont conseillers en crypto, puis qui ont, tu sais, ils vont te dire j'ai fait 1 million en 2 ans, tu sais. Ils vont, tu sais, j'imagine qu'ils vont te monter une belle histoire, là. Parce qu'il y a des fraudeurs, c'est ça que ça fait. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, mais en tant que tel, si toi, tu fais tes recherches, parce que c'est ça le plus important en crypto, c'est do your own research. C'est vraiment faut que tu t'informes toi-même, même si ton chum, qui est ton meilleur chum, te dit qu'il faut que tu achètes cette crypto-là. Tu sais, on le sait jamais dans ce monde-là. Des actions aussi. Faut faire tes propres recherches. Puis tu sais, si tu fais des recherches puis que c'est justement une fraude, ben sur Google, ils vont te le dire que c'est une fraude, tu sais. Si tu fais pas tes recherches puis que tu fais confiance à des gens dans ce monde-là, ben c'est ça. Ben, tu sais, tant que c'est pas régi. Là. Quand ça sera régi, ça sera une autre chose. Ouais, puis je pense qu'il existe quand même des... au Canada, il existe là, des genres de portefeuilles là, ou des ETF dans le fond, des ETF qui suivent la crypto. Là, ça commence un petit peu. Je savais pas. Ouais, si tu veux avoir quelque chose qui est comme un petit peu régi, qui a une certaine protection. C'est comme un calcul qui est fait pour avoir l'intérêt là-dessus. Fait qu'ils vont dire, OK, le potentiel de cette crypto-là, dans 3 ans, ce serait d'atteindre 20%, mais ils vont t'offrir moins que ça. C'est pas directement d'investir dans de la crypto. Non, pas du tout. Mais ils essayent. Là, les gens essayent de répondre à un besoin, un genre d'entre-deux, là, d'y aller. Toi, comment est-ce que tu envisages la crypto, si on s'en reparle, mettons, dans 5 ans, de qu'est-ce que ça va être devenu, qu'est-ce que... tu vois ça aller où? Bonne question. Si je vois ça aller où? Ben, c'est certain que moi, pour ma part, je vois Ethereum comme étant encore probablement un des leaders du marché, parce que, tu sais... Vitalik Buterin, qui est le créateur d'Ethereum en tant que tel, lui, c'est quelqu'un de jeune, c'est quelqu'un de mon âge, puis c'est quelqu'un qui est très, très, très proactif, puis qui est très présent dans la communauté. Tu sais, c'est quelqu'un qui va toujours faire des pop-up à des endroits, que ce soit aux États-Unis, que ce soit lui, il a comme grandi au Canada, il est comme, je pense, russe ou quelque chose comme ça. Là. Tu sais, il est comme international, là, fait qu'il fait des pop-up un petit peu partout dans le monde, puis tu sais, ça l'amène quand même beaucoup d'engouement quand tu vois quelqu'un qui est autant dédié pour son projet, puis puis quand il parle d'Ethereum, tu sais, il va faire des podcasts, il va faire des entrevues, puis il va en parler pendant 2-3 heures. Tu sais, il va parler de toutes les chaînes, tu sais, il est informé sur tout. Il est vraiment quelqu'un de spécial, tu sais, puis c'est vraiment... Fait que quand tu regardes un leader comme ça, tu te dis, est-ce que vraiment un projet peut fail avec un leader comme ça? Selon moi, c'est impossible. C'est vraiment quelqu'un de très, très, très intelligent puis qui faisait des articles pour Bitcoin en 2010. Là. Je veux dire, c'est pas son premier barbecue de crypto-monnaie du tout. Là. Fait que toi, tu penses Ethereum plus que Bitcoin? Ben, non, pas plus qu'il faut. Ça c'est mon opinion que moi, le projet d'Ethereum, pour moi, c'est plus quelque chose qui me tient à cœur puis que je vois vraiment dans ma soupe, là, si je peux utiliser l'expression, mais je sais que le Bitcoin, c'est un très bon coin aussi. Puis est-ce que tu penses qu'on va utiliser la crypto de façon plus transactionnelle dans un avenir rapproché, là, j'imagine? Mais tu sais, en même temps, je sais pas si tout ça est vrai, mais tu sais, j'ai entendu parler qu'il y avait des guichets de Bitcoin à Montréal. Ouais. Mais je pense que ça, c'est plus pour acheter. T'achètes du Bitcoin, puis... Ah, ok. Ah, ouais, mais de ce que j'en ai compris, là, ça va mieux. C'est tombé récemment là, dans les nouvelles où est-ce que tu pouvais acheter du Bitcoin avec, tu déposais de l'argent puis tu achetais du Bitcoin. Mais non, mais tu sais, moi je vois déjà qu'il y a de plus en plus qu'on en voit, de plus en plus qu'on en entend parler, de plus en plus que là, c'est sûr que là, ces temps-ci, c'est peut-être pas trop la meilleure période pour les crypto-monnaies, puis t'sais, si on avait vraiment eu des bonnes stratégies puis qu'on avait énormément d'argent de côté, c'est sûr que là, toutes les crypto-monnaies sont basses en prix. Mais encore là, c'est des périodes très incertaines. On a entendu un petit peu les nouvelles de la Fed là, qui sont pas super encourageantes pour l'inflation. Puis ce que j'ai entendu parler un petit peu qui parlait peut-être de récession, qui était peut-être envisageable, peut-être possible, on le sait pas du tout. Mais c'est sûr que ça apporte des incertitudes terribles là, pour un marché comme la crypto. Là. Ouais.
Ah, c'est intéressant, c'est intéressant. Moi, je pense honnêtement, peut-être qu'on le verra pas à court terme de façon transactionnelle. Tu sais, on parle dans 5-10 prochaines années. Mais je pense que ça va définitivement être quelque chose qui Ça va gagner en popularité, c'est sûr. Ouais, ou tu sais, à la limite, peut-être être l'envers de la médaille, tu sais, ce que le consommateur voit pas nécessairement, mais des marchés financiers intermédiaires comme derrière, peut-être ta carte de crédit, ça va être La crypto-monnaie. la crypto qui va sécuriser tu sais, tout ce qui est transactions. Mm-hmm. Peut-être, je sais pas comment est-ce que ça va virer, mais c'est tellement un sujet qui est nouveau, qui a de l'engouement, puis tu sais, une certaine bulle, là, tu sais, avec la pandémie aussi, je pense que ça ne fait que mettre de l'huile sur le feu. Ça l'a là. accéléré. Ouais. Ouais. Vraiment. Puis les gens ont jamais eu autant d'argent dans leur poche. Exact. Puis les gens, ils ont jamais autant cherché de façon de faire de l'argent sans travailler de l'heure. Ouais. Ça a vraiment aidé. Fait que, non, c'est super intéressant. Je pense qu'il va falloir définitivement qu'on te réinvite au podcast, qu'on en Non, ben c'est ça, on n'a presque pas parlé de crypto-monnaie. Je veux dire, parler de crypto-monnaie, on en pourrait faire un podcast juste là-dessus, là, évidemment. Puis là. 2 aussi. Là. Ouais. Non, je veux dire, un podcast c'est ça, 2 podcasts. hebdomadaire Ouais, sur le sujet. Ça bouge tellement rapidement, puis il y a tellement d'informations, mais je pense que c'est une bonne idée de donner une espèce d'aperçu là, tu sais, à quelqu'un qui entend parler de ça, mais qui fait pas. Parce que même de faire la recherche pour quelqu'un qui a des certaines bases en finance ou en technologie, ça se fait, mais c'est compliqué, tu sais, de comprendre c'est quoi un Bitcoin, comment la blockchain, comment ça fonctionne. Tu sais, je pense que c'est ça, comme tu disais, c'est d'essayer de faire des parallèles pour l'expliquer, parce que c'est très difficile. Tu sais, moi, je recommande toujours pour des vidéos pour commencer à en prendre sur le sujet. Là, parce que des vidéos, des fois, ils vont être capables d'y aller avec des images aussi. Fait que, tu sais, là, quand il y a des images qui t'expliquent des choses puis qui vont te faire des parallèles en te montrant une autre situation. Tu sais, comme exemple, là, Whiteboard Crypto sur YouTube. Là. Ah, ben, bon, les gens allaient voir. Exact, eux autres, là, ils donnent des caricatures. Ben, c'est sûr, c'est en anglais, là, par contre, là, mais ceux qui sont moindrement à l'aise, là, tu sais, c'est comme, il y a même là, des sous-titres, là, puis des images, puis tout, là, fait que tout ce qu'il dit est vraiment en images, puis c'est comme un concept, genre vraiment de tableau blanc qui zoom in sur des choses, qui dessine là, pour expliquer. Intéressant. Fait moi, que, en tout cas, ça m'a aidé. C'est de là que tes connaissances sont parties. Ouais, c'est ça qui te met dans le bain. Puis après ça, tu t'en vas là plus poussé sur des choses. Mais tu sais, eux autres, là, ils vont vraiment en profondeur sur des sujets. Là. C'est vraiment cool. Puis si quelqu'un veut te parler, faire affaire avec toi, comment est-ce que les gens peuvent te rejoindre? C'est quoi la meilleure façon? Ben moi, c'est sûr que c'est pas pour les crypto-monnaies, sauf que mais en tant que conseiller en sécurité financière, nous, sur les réseaux sociaux, soit Instagram, Facebook, puis même TikTok, adultes responsables, au pluriel, là, des adultes responsables, finance, puis c'est ça. On a les 3 pages. Ça va être la meilleure façon de vous rejoindre. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, vas-y. Non, c'est ça. Fait qu'on est 4 conseillers, là, pour dire un petit peu ce que je disais au début. Fait que, tu sais, c'est sûr que 4 cerveaux valent toujours mieux qu'un. On a chacun nos compétences, chacun nos petits défauts aussi, mais on se complète très bien. Puis, tu sais, quand t'as un client il y a une certaine situation, ben tu sais, après ça, quand tu t'en vas consulter 3 autres conseillers qui ont les mêmes intérêts du client que toi, parce que tu sais, on est une équipe, puis on gagne en équipe, on perd en équipe, fait que tu sais, les 3 autres conseillers ont les intérêts du client à cœur autant que moi qui est vraiment, tu sais, physiquement son conseiller. Fait que tu sais, les clients, ils vont jamais dire non à ça. Bon, ben, c'est super. Merci beaucoup, Christophe, pour ton passage au podcast. Super intéressant. C'était très, très intéressant. Merci, ça fait plaisir.